Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est l'été 1821, on est donc 6 ans après le retour de Louis XVIII sur le trône. Louis XVIII, petit frère de Louis XVI, qui donc a succédé à Napoléon. On est en pleine restauration. Un sergent-major de 26 ans s'offre un peu de bon temps dans les tavernes du quartier latin. Il s'appelle Jean-François Bory, il est fils d'un marchand protestant du Rouergue, dans le sud-ouest donc. Il faut imaginer ce garçon en civil avec une fine moustache bouclée de mousquetaire. Il a le front large et sérieux, il est un petit peu désœuvré pour tout vous dire, puisque son régiment est en garnison. Son régiment, c'est le 45e de ligne et il est basé à la caserne Sainte-Geneviève. On peut dire que ça manque un peu d'action. Ben oui, c'est la restauration, on est dans une période de paix. Jean-François Bory aime Paris, il aime le quartier latin, il aime fréquenter les étudiants, notamment Jean Larocque, étudiant en médecine, lui aussi originaire du sud-ouest, et dans les cafés, dans les tavernes, ces deux-là refont le monde. Bory a servi l'Empire, Larocque serait plutôt républicain et il est surtout franc-maçon. Il invite Bory à intégrer sa loge qui s'appelle les Amis de l'honneur français. Et dans cette loge, on n'en peut plus de la restauration de Louis XVIII, on vilipende le régime. Après l'assassinat du duc de Berry, l'héritier du trône, je vous avais raconté ça, ça a eu lieu à peine un an plus tôt, les royalistes les plus ultras ont imposé un virage réactionnaire. Ils agissent maintenant pour un véritable retour à l'ancien régime. Et évidemment, vous avez en face tous ceux qui défendent l'héritage de la Révolution, qui appellent de leur vœu une monarchie constitutionnelle, ou mieux encore pour la plupart d'entre eux, une république avec le suffrage universel. C'est ça qu'on défend dans les loges maçonniques. Et le sergent Bory est évidemment non seulement séduit, mais exalté par ces idées. Voilà ce que nous dit justement Jacques-Olivier Boudon dans Les 4 sergents de La Rochelle, paru aux éditions Passé et Composé. Il nous donne le portrait qu'un de ces francs-maçons, qui s'appelait Ulysse Trélat, va faire de Bory. Il n'avait de l'état militaire que la valeur et la franchise, sans aucun des défauts que produit l'oisiveté des casernes. Ses mœurs étaient pures, ses goûts simples, sa vie retirée. Il consacrait la plus grande partie de son temps à la lecture et je l'ai trouvé plus d'une fois se complaisant à l'étude et tout joyeux d'occuper dans le collège des Grassins la chambre occupée autrefois par Boileau. Son cœur était exempt d'ambition. Son vœu le plus ardent était de mourir au moment de la victoire du peuple. Vous voyez que ce Bory est un idéaliste et qu'il ne fréquente pas le quartier latin par hasard. Il aime les grandes idées, il se nourrit d'elles. Un jour, l'étudiant Larocque donne rendez-vous à son ami dans un hôtel discret du quartier Sainte-Geneviève, l'hôtel de la Paix, et il va lui faire rencontrer un troisième homme, si je puis dire. Ce troisième homme est un ancien officier, il est devenu maintenant instituteur, il s'appelle Louis Hénon. Oui, il y a de la graine de révolutionnaire dans ce parcours, dans ce profil. Veux-tu faire partie d'une réunion qui a pour but de conquérir la liberté à main armée, lui demandent les deux hommes. Et ils expliquent au sergent Bory qu'ils appartiennent à une société secrète armée, la grande milice secrète libérale, comme l'a défini Pierre-Arnaud Lambert dans La Charbonnerie française. Et oui, c'est le nom de cette société secrète, la Charbonnerie. On se bat contre les ultras, lui dit cette nouvelle recrue. Si tu acceptes, tu dois prêter serment de ne rien révéler sous peine de mort. Et Larocque et Hénon expliquent à Bory le fonctionnement de cette charbonnerie. Ils expliquent qu'il y a beaucoup de membres, 30 000 membres, qui sont essentiellement des militaires, des bourgeois, il y a quelques étudiants, quelques ouvriers, tout ce monde réuni en cellules de 20 membres qui sont complètement cloisonnés entre elles et qui composent une espèce de structure pyramidale qui va infiltrer le plus possible la société et ses élites. Et à la tête de cette charbonnerie, une poignée de personnalités libérales. Et on retrouve là des noms alors que l'histoire a parfaitement retenu. On retrouve là le général Lafayette et le général Foy et le député Benjamin Constant et l'avocat Joseph de Mérilou. Le cadre idéologique est un petit peu flou de cette charbonnerie, ce qui fait que c'est un peu l'auberge espagnole, si vous voulez. Chacun y apporte ce qu'il veut et chacun s'y retrouve. Il y a là des républicains, vous l'aurez compris, des bonapartistes aussi. Il y a aussi des monarchistes constitutionnels. Bref, tous se retrouvent sur un seul et unique objectif. Ils veulent voir chuter Louis XVIII. Franck Ferrand
sur Radio Classique. Et Bory, qui vous l'avez compris, rêve d'action, accepte de participer à tout ça. Il cotise, il va participer aux réunions rue de l'Université chez l'avocat Baradère. Il se sent comme un poisson dans l'eau dans ce petit monde-là. Les chefs de la charbonnerie lui confient à ce moment-là une mission. Il doit constituer une cellule au sein de son régiment, donc au sein du 45e de ligne, à Paris. Il va s'y employer avec volonté. Il repère les sous-officiers libéraux, tous ceux qui sont nostalgiques de Napoléon. Et inutile de vous dire qu'il ne manque pas. On est en 1821, Napoléon vient juste de mourir et on vient d'en apprendre la nouvelle. Il recrute le sergent-major Joseph Pommier, qui a 24 ans, qui est engagé dans l'armée depuis pas mal de temps, puisqu'il y est entré à l'âge de 17 ans. Pommier est si enthousiaste qu'il va devenir le numéro 2 de la cellule. Et puis, Bory convainc un troisième agent, Thomas Goubin. Alors lui, c'est un Normand, il est encore plus jeune, il a 22 ans. Il va raconter « Il me demanda si j'étais capable de conserver un secret. Il me fit montrer dans sa chambre, il me fit envisager la position dans laquelle nous étions depuis le règne des Bourbons. Il me fit entrer dans une société qui avait pour but de conquérir la liberté. » Et ce gamin y croit, la liberté, il entre là-dedans volontiers. Et puis, il y a un quatrième sergent. Ben oui, pour que ça fasse nos 4 sergents, vous vous doutez bien qu'il fallait un quatrième homme. Celui-là s'appelle Marius Raoux. Il est originaire d'Aix-en-Provence, il a 27 ans, un jeune homme d'un excellent cœur ayant l'âme ardente, comme le décrira son professeur Benjamin Appert. Voilà donc nos 4 sergents, vous avez retenu leur nom, Bory bien sûr, Pommier, Goubin, Raoux, et puis une quinzaine d'autres sous-officiers qui composent cette cellule de la charbonnerie du 45e d'infanterie. On organise tout ça au nez et à la barbe du commandant, le général Toustain de Fontbosque, qui lui, évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, est un ultra, et qui se plaint sans cesse de cette armée infestée de bonapartistes et de mauvais sujets. Ah ben oui, ça, il peut s'en plaindre, c'est vrai qu'il y a ce qu'il faut. Fin décembre 1821, à la tombée de la nuit, dans un petit restaurant de la montagne Sainte-Geneviève. Le restaurant s'appelle Au Roi Clovis. Ça ne s'invente pas, mais faut dire qu'on est sur la montagne Sainte-Geneviève aussi. Voilà nos 20 hommes, notre cellule du 45e qui se réunit. Ils ont des capes qui recouvrent leurs uniformes. Sous la Restauration, les réunions politiques sont interdites, mais les banquets sont autorisés. Alors, les militaires disent aux tenanciers qu'ils se retrouvent pour pratiquer l'escrime dans la salle du haut. Eh oui, c'est le prétexte. Il n'y a pas de chef de la charbonnerie dans cette réunion, je vous ferai remarquer. Ils brillent par leur absence, les chefs. L'instituteur Hénon, en revanche, est là, qui prononce au nom de tout ce beau monde, au nom de Lafayette et des autres, un discours. Il glorifie l'armée de 1792, celle de Valmy. Il promet les honneurs, il promet un rang dans le nouveau régime à chacun de ceux qui travaillent au changement de société. Et on va distribuer à chacun un poignard symbole de force et de fidélité. Et on arrose tout ça au vin de Suresnes en trinquant à la liberté. Vous allez me dire, pour l'instant, ça ressemble plutôt à un complot d'opérette, quand même. Il n'y a rien de bien subversif. Sauf que 2 mois plus tard, le 45e régiment est envoyé à La Rochelle pour aller contrôler une région réputée turbulente. Et à ce moment-là, une idée va germer dans l'esprit des chefs de la charbonnerie. Ils se disent là-haut qu'on pourrait peut-être profiter du départ de ce régiment vers l'ouest pour soutenir un soulèvement général depuis ces villes qu'on sait libérales, qu'on sait républicaines. Je pense à Poitiers, à Niort, à Rochefort, à La Rochelle. Les conjurés du 45e régiment d'infanterie, vous le comprenez bien, sont maintenant sur le point de préparer une révolution. Et ça y est, il est en marche, ce 45e régiment d'infanterie. Il se met en marche le 22 janvier 1822. Il passe par Orléans. On est à Orléans le 27. Bory a reçu des consignes de la charbonnerie. Un ordre d'insurrection lui parviendra avant même l'arrivée du régiment à La Rochelle. Et dans un restaurant d'Olivet, Olivet c'est pas loin d'Orléans, et là encore le restaurant s'appelle À la Fleur de Lys, vous voyez qu'on est quand même sous la Restauration et que chacun s'est mis au goût du jour, eh bien on va voir Bory galvaniser ses hommes. Soyez patients, leur dit-il. Lorsque nous arriverons au sud de Saumur, tenez-vous prêts, la garnison nous ouvrira les portes de la ville, soyez prêts à mourir pour le salut de la France, je lève mon verre à la liberté. Seulement, passé Tours, aucun ordre d'insurrection n'est toujours parvenu et la troupe poursuit son chemin. On est d'ailleurs sous une pluie battante et c'est sous cette pluie à verse qu'on entre à Poitiers.
À Poitiers, Bory est interrogé chez l'habitant où il va dîner avec un sergent de 22 ans qui s'appelle Choulet. Bory apprécie le vin de la maison, il boit et malheureusement quand il boit, il a tendance à laisser son esprit s'échauffer, il a tendance à parler de politique et avec ses hôtes et avec le fameux Choulet, il se met à critiquer ce roi, ce gros roi podagre et l'oppression de ce régime qui s'est institué depuis plus d'1 an, là, depuis la mort du duc de Berry, et il dit qu'il va falloir que tout ça change. Alors il a l'impression, parce que Choulet sourit et hoche la tête, il se dit que Choulet est du même avis que lui, seulement dès le lendemain, ce fils de militaire s'en va tout rapporter au général Toustain. Et Toustain, je vous l'ai dit, est un ultra, c'est-à-dire un archi-royaliste qui immédiatement fait mettre Bory aux arrêts. Au départ, c'est pas pour grand-chose, c'est pour propos séditieux, enfin quand même. Le régiment reprend la route, il arrive à La Rochelle à la mi-février 1822 et Bory se trouve enfermé dans la tour de la Lanterne sur le Vieux-Port, juste un tout petit peu en débord du Vieux-Port. Elle est surmontée d'une très belle flèche, cette tour. Le sergent Pommier prend la succession de la tête de la cellule, puisque maintenant Bory n'est plus là, bien entendu. Mais la Charbonnerie n'a pas du tout l'intention de laisser tomber ses plans. On attend tout simplement l'ordre pour déclencher l'insurrection. On en est là lorsque le 24 février, pas très loin de Saumur, à Thouars exactement, le général Berton, qui est le type même de l'officier bonapartiste désœuvré, si l'on en croit Jacques-Olivier Boudon, ce général Berton décide de lancer l'insurrection. Entre parenthèses, il n'a pas reçu les ordres précis, il n'y a pas de coordination. Tout ça ressemble quand même un peu à une entreprise de pied nickelé. Il se proclame commandant de l'armée nationale de l'Ouest, ce général Berton. Il y a 150 hommes qui le suivent, qui n'arrivent bien sûr même pas à prendre Saumur. Les renforts du 45e régiment qui lui ont été promis n'arrivent pas, j'allais dire et pour cause. Le coup de force va bien sûr capoter. Le général Berton va passer à la clandestinité. Il n'aura réussi qu'à mettre l'état-major en alerte. Parce que là maintenant, on comprend à Paris que le risque de sédition est un risque tout à fait réel. À Nantes, le général d'Espinois, qui est gouverneur de la division d'Ouest, va prendre les choses en main. Cet homme-là est doué pour le renseignement, il a toutes sortes d'agents qui sont bien infiltrés, il connaît par ailleurs l'existence de la charbonnerie parce que ça l'intéresse, donc il sait comment fonctionne la charbonnerie, comment elle est implantée dans l'ouest de la France, et il sait aussi qu'elle s'est un petit peu infiltrée dans l'armée, et après le coup de force raté de Berton, ce général d'Épinois va demander qu'on lui amène le suspect qu'on avait arrêté là et qui se trouve à La Rochelle, le fameux Bory. Eh bien, amenez-moi ce Bory, qu'on sache un peu quelle est son implication et celle de son entourage. Et Bory arrive donc, et une fois devant le général, eh bien c'est une espèce, les deux hommes se jaugent, le général le fixe pendant de longs instants, et puis d'un seul coup il se met à le questionner, il racontera. Bory a rougi jusqu'au blanc des yeux, il n'a plus fait que balbutier, et son trouble s'est accru de la désignation successive des sieurs Pommier et Raoux, considérés comme ses complices, et de Goubin, le plus avant dans la cabale et dans l'intimité de Bory. Sur ordre de d'Épinois, Goubin est donc arrêté, il est conduit lui aussi à La Rochelle à la tour de la Lanterne, là, et puis il y en a deux autres qui sont laissés libres. Pommier, qui est livré à lui-même, va tenter d'obtenir des instructions de la charbonnerie. Dans un café du port, il rencontre un chef local qui lui promet que l'insurrection est imminente, qu'ils vont prendre La Rochelle et que de là ils iront prendre Poitiers, Niort et Saintes et Rochefort, que toutes ces villes-là suivront. Seulement, on attend des jours et le signal n'arrive toujours pas. Et un soir, Pommier, qui s'est déguisé en paysan, décide de faire le mur de ses quartiers pour aller prendre des nouvelles. Il est repéré par la garde. Tout ça fait beaucoup de bruit. Il est arrêté et le voilà qui, à son tour, rejoint Goubin à la tour de la Lanterne. Quant au dernier, Raoux, vous savez, eh bien lui va simplement être dénoncé par un autre conjuré qui s'appelle le sergent Goupillon. Goupillon a eu peur de la tournure que les événements prenaient. Il a craqué devant le général Toustain, le chef du régiment donc. Goupillon, fondant en larmes, m'a avoué qu'il y avait un complot exécrable formé dans le régiment, dira Toustain, que plusieurs sous-officiers et soldats remplaçants y étaient entrés dans ce complot. Goupillon écrit la liste des conjurés
qui vont être mis aux arrêts. Autant dire qu'il n'y a plus de cellules de la Charbonnerie au sein du 45e régiment d'infanterie, bien entendu. L'enquête préliminaire va être confiée à la gendarmerie et bien sûr, dans un premier temps, les suspects nient en bloc. Jusqu'au jour où Despinois, bafouant la procédure, va lui-même venir interroger Goubin et Pommier. « Je suis de votre bord, leur fait-il croire. Si vous me parlez, je pourrais vous aider. Je ferai bientôt tomber Nantes et vous n'aurez plus rien à craindre. » Nouvelle preuve d'amateurisme puisque les deux gamins vont tomber dans le panneau. Ils avouent et mieux que ça, ils signent leurs aveux. Alors, plus tard, bien sûr qu'ils se rétracteront, mais peu importe, ils ont signé, le mal est fait. Alors, je vous ferai remarquer que pendant ce temps-là, on n'entend toujours pas parler des chefs de la Charbonnerie, ni du général Lafayette, ni du général Foy, ni de Benjamin Constant. Il y a 12 hommes qui vont être renvoyés devant la cour d'assises de la Seine pour complot visant à détruire la royauté. Vous voyez la gravité, là, ça ne plaisante plus du tout. Bory, bien entendu, et puis Pommier, Goubin et Raoux, mais aussi Goupillon qui les a dénoncés, Massias, un officier qui s'est tenu à l'écart, et puis les civils parisiens dont je vous parlais, là, l'instituteur Hénon et Baradère. 13 autres vont être jugés pour non-dénonciation. Alors le procès va s'ouvrir. Il s'ouvre le 21 août 1822. Il s'ouvre sous bonne garde, nous dit Pierre Anquetin, qui a conçu cette émission de main de maître. La gendarmerie, l'armée sont là qui assurent la sécurité. La salle d'audience est remplie de militaires, accusés, témoins, amis, curieux. Bory, fidèle à lui-même, se défend pied à pied. Tous les accusés nient, malgré les témoignages accablants de leurs collègues. Et Pierre Anquetin nous dit que le réquisitoire a duré 7 heures, que le procureur général de Marchangy s'est focalisé sur les 4 sergents. Ce sont eux qu'il va mettre en avant. Un ramas de perturbateurs affamés, de régicides et copistes serviles des excès de 1793, dit-il. 1793, c'est la terreur, c'est la pire époque de la Révolution. Inutile de vous dire que dans la France de la Restauration, c'est le pire qu'on puisse dire. Et le procureur général soutient que la conspiration est l'héritière de la terreur, qu'elle vise tous les trônes d'Europe. Il ne cite aucun responsable d'envergure d'un éventuel complot international. Je le précise, c'est-à-dire que les grands chefs de la Charbonnerie sont complètement ménagés dans cette affaire. Le conseil de Baradère, qui est l'avocat Berville, répond au procureur général, bien entendu. Vous dénoncez une conjuration immense, mais où sont vos conjurés, dit-il. Vous alléguez de nombreux complots, mais où sont vos preuves? Et quand vous auriez tout prouvé, où sont les rapports de ces faits avec les accusés présents à cette barre? Avant le verdict, Bory nie une dernière fois avoir voulu en quoi que ce soit renverser la couronne, mais il demande « L'avocat général n'a cessé de me présenter comme le chef du complot, eh bien, j'accepte. Heureux si, roulant sur l'échafaud, ma tête peut sauver celle de mes camarades. » C'est un magnifique dévouement, c'est une démonstration là, de responsabilité, d'amitié magnifique. 5 septembre, après 3 heures de délibération seulement, les jurés déclarent les 4 sergents Bory, Pommier, Goubin et Raoux coupables de complot contre l'État et bien sûr la Cour les condamne à la peine capitale. Et là on entend un cri de douleur dans la foule qui est amassée dans la salle et c'est la fiancée de Bory qui vient de lâcher ce cri avant de s'effondrer. Les autres accusés sont condamnés à des peines beaucoup plus courtes et 2 à 5 ans de prison pour la plupart et il y en a même pas mal qui vont être acquittés. Franck Ferrand sur Radio Classique. On a ramené les jeunes condamnés à Paris et c'est le 21 septembre 1822 qu'ils sont conduits sur la place de Grève devant une foule impressionnante. Le déploiement militaire est à la mesure pour essayer de prévenir toute tentative de sauvetage ou d'insurrection. Au pied de l'échafaud, Bory soutient encore ses compagnons. Le moment approche où nous allons quitter ce monde, leur dit-il. Montrons que nous étions dignes d'y combattre et d'y mourir pour la plus sainte des causes. Pardonnez-moi de vous avoir entraîné à cette mort tragique, mais notre sang ne sera point une semence stérile. Vive la liberté! Et les 4 hommes s'embrassent et puis ils sont confiés au bourreau qui est Samson. Il faut 3 quarts d'heure pour exécuter les 4 hommes. Bory sera décapité en dernier et à chaque fois au moment de passer sur la machine, chacun crie « Vive la liberté !» Vous écoutez Radio Classique.